Allez-y. Bonjour et bienvenue à la session Les économistes face à la prochaine pandémie. Je suis très heureux de vous accueillir avec un panel qui va nous éclairer sur les enjeux des pandémies à venir. Je vais tout d'abord vous partager mon écran pour vous donner une petite structure de la session à venir. Premier constat. Nous ne savons absolument pas combien de vagues nous allons avoir du Covid-19 et nous ne savons pas si le virus va disparaître ou reviendra plusieurs fois comme par exemple les grippes saisonnières dont on a déjà l'habitude. Deuxième constat, c'est que nous savons déjà que d'autres pandémies sont inévitables dans le futur. Nous savons que on a échappé de justesse de plusieurs pandémies dans les 20 dernières années. Nous savons, ou peut-être tout le monde ne le sait pas, mais nous savons que les biologistes ont identifié environ 1,1 million de virus qui infectent les espèces non humaines, dont presque la moitié sont susceptibles de franchir la barrière entre les espèces. Rien que hier, les médecins ont annoncé l'identification d'un virus en Bolivie qui avait fait ses premiers morts en 2004 et qui a fait 4 morts en 2019 et qui a le potentiel de devenir extrêmement dangereux. Donc on sait que tôt ou tard, il y aura d'autres virus qui vont échapper de leur cage et venir nous menacer. En plus des virus, nous savons qu'il y a des bactéries pathogènes qui évoluent très rapidement de la résistance aux antibiotiques. Et c'est le cas d'un grand nombre de bactéries que nous savons être très dangereuses, E. coli, Salmonella, la tuberculose, etc. Et les études de l'Organisation mondiale de la santé ont trouvé de la résistance dans plus de 22 pays déjà. Alors, les leçons à tirer de cette pandémie sont dans 3 domaines globalement. Il y a des leçons dans la gestion de la politique sanitaire, comment est-ce qu'on va gérer les épidémies, comment est-ce qu'on va prévoir les infections. Il y a des leçons à tirer dans la macroéconomie, comment est-ce qu'on peut gérer les chocs à la demande, les chocs à l'offre, les chocs au chômage, mais aussi et d'autant d'importance, il y a des leçons à tirer dans la microéconomie, notamment les choix de techniques de production, d'organisation de notre vie, de notre travail et de la consommation. Or, il est souvent dit que les économistes sont extrêmement habiles à tirer des leçons des crises passées, mais incapables de tirer des leçons pour les crises à venir. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce bien un risque dans le cas présent? Ce que j'aimerais vous proposer, c'est que nous avons tout de même appris des leçons très importantes de chocs précédents qui sont plutôt analogiques. Et je vous donne l'exemple du choc pétrolier de 1973. Je vous rappelle qu'en octobre 1973, à la suite de la guerre Yom Kippour, le prix du pétrole est monté de presque 4 fois dans plusieurs semaines. Et cet impact a eu ce choc a eu 3 impacts, ou des impacts dans 3 dimensions. Et il ne faut pas oublier un impact sanitaire aussi, parce que nous savons que le nombre de décès en hiver dans les pays froids est beaucoup plus important que le nombre de décès en été, et c'est lié au fait que l'énergie et le chauffage coûtent cher. Mais mis à part cet impact sanitaire, il y a eu un impact dans une baisse brutale de la demande des pays qui importaient le pétrole. Il y a eu une insolvabilité tout aussi brutale de beaucoup d'entreprises qui utilisaient intensivement cet input, l'énergie, qui était devenu très coûteux. Et il y a eu moins rapidement une substitution vers des biens et des technologies qui étaient moins intensives en énergie. Et curieusement, la crise du Covid aura des similarités, des effets similaires dans ces 3 dimensions. Il y a eu une grande baisse de demande, il y a eu une insolvabilité brutale des entreprises, et en plus, il y a une substitution vers des biens et des technologies qui sont moins intensives en la ressource qui était devenue rare. Sauf que cette ressource n'est plus
d'énergie, c'est l'espace. L'espace dans les entreprises, l'espace dans les restaurants, l'espace dans les lieux de rassemblement. Alors, quand on regarde ce qui s'est passé depuis, pourquoi ne se plaint-on plus des chocs d'énergie? Ce n'est pourtant pas parce que les chocs du prix du pétrole ont disparu. Bien au contraire, je vais vous montrer que les chocs sont tout aussi importants qu'ils ne l'étaient avant. Donc, vous voyez dans ce graphique que le prix du pétrole était resté extraordinairement stable dans les années d'après-guerre, les années 50, 60, 70, jusqu'à 73. Puis, il y a eu un grand choc dans les années 70, puis une baisse, et puis des chocs énormes dans les années 2000. Et ce qui est frappant, c'est que ces chocs n'ont pas représenté un choc aux économies. Pourquoi? Parce que les économies ont su s'adapter. Et elles ont su s'adapter dans les dimensions de la prévision et dans les dimensions de la réaction. Et on peut dire donc que les systèmes économiques ont la capacité d'apprendre la résilience. Ce n'est pas que les chocs disparaissent, c'est qu'on s'y adapte mieux. Donc la question qu'on va vous poser aujourd'hui, c'est avons-nous la capacité, aurons-nous la capacité de développer de la résilience contre les chocs des maladies, des pandémies futures, dont on aura appris des leçons d'aujourd'hui pour nous rendre moins sensibles et moins vulnérables aux chocs de demain. Et aussi, parmi ces réactions, parmi ces sources de résilience, quelles vont dépendre des mesures qui seraient prises par des individus, quelles seraient les mesures prises par les entreprises et quelles seraient les mesures prises par les pouvoirs publics. Donc, je vais passer la parole à 4 intervenants qui vous donneront le bénéfice de leur expérience qui est vaste et très variée. Il y aura Mathias de Watripon qui vient de l'Université libre de Bruxelles, Charles Wiploz du Graduate Institute in Geneva, Florence Fauché de Sciences Po Paris et Philippe Aguillon du Collège de France. Donc, je leur dis bienvenue. Je vais leur présenter chacun. Ils auront 15 minutes. Et je commence par Mathias de Watripon, qui est professeur d'économie à l'ULB. Il est co-directeur de l'Institut Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare, et il a été membre d'avril au mois d'août de cette année du groupe d'experts en Belgique pour le Exit Strategy, ça s'écrit G-E-E-S. Mathias, la parole est à toi. Un grand merci, Paul. Un grand merci pour l'invitation. C'est très chouette de pouvoir discuter ici avec pas mal de gens que je connais bien, beaucoup d'amis français. Et je vais tout de suite essayer de partager mon écran. Hop. Est-ce que ça va, vous attendez? Oui, tu pourrais le mettre en plein écran, mais sinon c'est bon. Voilà. Ok, donc comme j'ai dit, un tout grand merci. Donc moi, je vais donner un peu un point de vue, en effet, puisque j'ai été mêlé à ce groupe interdisciplinaire sur la stratégie de l'exit d'avril à août. Et puis évidemment, on croyait que, enfin, beaucoup de pays croyaient que c'était fini et qu'on allait revenir à évidemment pas une situation normale parce qu'il n'y a pas encore de vaccin, mais à une situation qui serait sous contrôle. Malheureusement, aujourd'hui, on a de nouveau des problèmes et avant d'arriver à l'exit, il faudra arriver à redescendre convenablement. Donc, je vais faire une présentation assez, disons, concrète, praticienne, et peut-être dire un petit mot aussi sur ce que ça veut dire d'interagir en effet avec des virologues, des épidémiologues, puisque j'étais en fait le seul économiste académique dans ce groupe. Donc, je dirais que la question essentielle à mon avis aujourd'hui, et bien entendu le thème du panel étant les prochaines pandémies, je viendrai à ces prochaines pandémies. Je crois que la première, ce sera comment gérer la troisième vague. Mais après, je parlerai un petit peu aussi des autres pandémies qui peuvent nous tomber dessus, comme l'a bien indiqué Paul. Je crois que la question essentielle aujourd'hui,
pour des pays comme la Belgique, mais aussi la France et d'autres, c'est pourquoi ne semble-t-on pas faire mieux aujourd'hui pour cette deuxième vague qu'on a fait à la première vague. Parce que franchement, à la première vague, ni la Belgique ni la France n'ont été très bonnes. Je dirais qu'en termes d'excès de mortalité, on est un peu dans les poor performers. En Europe, les pires probablement, c'était l'Angleterre, puis l'Espagne, puis la Belgique, pas loin de l'Italie, et un petit peu plus loin, France, Pays-Bas, Suède. Mais bon, donc ça, on a tous été un petit peu pris au dépourvu. Bon, l'Allemagne a mieux fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est entré dans cette deuxième vague avec bien plus de masques, bien plus de tests, avec des protocoles sanitaires secteur par secteur qui ont quand même été pas mal faits, avec une bonne compréhension des gestes barrières et de la nature exponentielle de l'épidémie. Et pourtant, c'est pas mieux. En Allemagne, entre nous, c'est même moins bien qu'avant, même si ça reste mieux que nous. Alors certains disent oui, mais la météo n'est pas terrible. C'est vrai qu'en mai, juin, elle était mieux, mais pas en mars. Donc, je crois que la raison vraiment principale, c'est que c'est la lassitude des mesures. Lockdown fatigue, qui fait que les gens n'ont plus envie de prendre des mesures strictes et les politiciens, ils suivent un peu les gens et voilà. Donc, cette lassitude des mesures a conduit à un retard très significatif des décisions. Quand vous regardez le mois de mars, où on a dit « Ouh là là, on a traîné », en Belgique, par exemple, qui donc n'a pas bien fait du tout la première vague, on a fait un lockdown complet, bien plus que le lockdown aujourd'hui en Belgique ou en France, on avait 7 morts. Aujourd'hui, on s'est un peu habitué à avoir des morts, je crains, et dès lors, ça n'est pas terrible. Alors, plein d'arguments sont avancés. On ne peut pas sacrifier l'économie, il y a la santé mentale. Certaines mesures, finalement, ne marchent pas bien. Certains disent, il n'y a qu'à tester, tracer et tout ira bien, et tout le reste, ce n'est pas important. Voire du complotisme qui, de fait, augmente pas mal. Alors, sur cette question de l'arbitrage entre économie et donc mesures sanitaires, et Charles va sûrement en parler pas mal, je dirais que de plus en plus, les économistes disent quand même, pour résumer, c'est le virus qui tue l'économie en réduisant la demande bien plus que les mesures elles-mêmes. Et en particulier, cette excellente étude de Raschetti et toute une équipe, une étude extrêmement impressionnante qui montre bien qu'en effet, c'est donc, the key driver of the reduction of spending in spending is the fear of virus itself, much more than the restrictions imposed by the government. And there is a limited capacity for government to restore spending through reopenings unless the public interprets them as a credible signal of reduced health concerns. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment très important. Et c'est très important pour la phase actuelle. Il ne faut pas faire de déconfinement trop rapide. Ceci a été confirmé par une étude du FMI sur 128 pays et il y a d'autres études sur le sujet. Et je dirais que donc c'est très clair. Bien sûr, le confinement, c'est une réduction de l'offre. Bien sûr, toutes ces mesures augmentent le cost of doing business parce il y a moins de personnes par table de restaurant, etc., etc. Mais ce qui domine quand même plutôt, c'est la réduction de la demande. À Bruxelles aujourd'hui, par exemple, la moitié des hôtels sont toujours fermés, mais celle qui reste ouverte n'est occupée qu'à 20%, parce que les gens n'osent plus venir. Que ce soit pour le tourisme ou pour les voyages en business, ils font comme nous aujourd'hui des Zooms, et les touristes, ils viennent plus, quoi. Et en ce sens-là, je dirais, c'est intéressant de comparer avec les années 70, mais par rapport à choc pétrolier, le choc pétrolier était quand même avant tout un choc d'offres. Et c'est pour ça qu'on a eu la stagflation, c'est-à-dire en même temps la réduction de l'activité économique, l'augmentation du chômage et l'inflation. Aujourd'hui, on est toujours avec le même problème pour la BCE, c'est comment relancer un petit peu l'inflation. Donc, je dirais que le système d'offres a quand même été vachement réactif. D'ailleurs, c'est intéressant,
cette épidémie, ça n'a pas mis à mal le commerce international. Je dirais que les chaînes de valeur ont globalement, OK, on a eu des problèmes avec les masques, avec les tests et compagnie. Évidemment, si la demande est multipliée par 100, ça prend un peu de temps pour l'offre de réagir. Mais pour le reste, ce qu'on montre, c'est qu'au niveau macroéconomique, c'est la production de biens a rebondi bien plus rapidement que la production de services. Donc, je dirais que pour les chaînes, alors je crois que la globalisation a des menaces potentielles. Elles sont plus politiques, je dirais, qu'aujourd'hui économiques. Je trouve qu'elle réagit bien à ce choc. Alors, je dirais en termes de ce qu'on devrait faire par rapport à la troisième vague, étant donné qu'on a déjà compris une série de choses puisqu'on a eu une première vague montante, descendante, et maintenant une deuxième vague montante. Je dirais qu'une des choses, et à la limite, c'est assez similaire à cette idée d'avoir un objectif d'inflation précis pour les banques centrales. Je crois que ce serait pas mal que les gouvernements se fixent un objectif explicite, absolu ou relatif, donc en nombre de contaminations par jour, puisque c'est quand même le leading indicator, ou relatif par rapport à la moyenne des bons performeurs européens. Je dirais que, et en plus, évidemment, il faut faire attention parce que la politique de testing influence évidemment le nombre de cas, donc il faut s'intéresser aussi à avoir un taux de positivité qui soit suffisamment bas. Mais je dirais que ça doit être le premier objectif pour la prochaine vague et pour les prochaines pandémies, c'est comment s'assurer quel est l'objectif qu'on essaye de suivre. Après, je crois qu'il faut continuer à améliorer testing, tracing, quarantaine, etc. La question de la quarantaine, là, les économistes peuvent vraiment aider. Je crois que testing, tracing, c'est pas un truc miracle si à la fin, les gens s'isolent pas. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, dans nos pays, on est très, très peu, disons, professionnel à ce sujet-là. Je crois qu'il faut vraiment offrir une compensation à 100% des pertes de revenus des gens mis en quarantaine, s'assurer qu'ils soient bien isolés et compagnie, les mettre même dans des hôtels sympas. Il paraît qu'à Cuba, on les met dans des hôtels chics. Tous ces hôtels sont vides, hein, je veux dire, d'un point de vue d'implémentation, je crois que très important. Et je dirais, en tant qu'économiste, je trouve que c'est assez naturel, comme un consommateur a un objectif de maximisation de bien-être, d'utilité, avec une série de contraintes. Moi, je dirais qu'une fois que vous avez défini un objectif, une fois que vous avez fait évaluer votre système de testing, tracing, quarantaine, eh bien, ça vous donne un volume de contact moyen dans la société qui va permettre de réaliser cette affaire. Les modèles épidémiologiques, je crois qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils sont pas mal. Je dirais qu'ils sont probablement mieux que beaucoup de modèles économiques. Et donc, ils vous permettent de déterminer le volume de contact moyen que vous pouvez vous permettre. Et à ce moment-là, c'est aux autorités d'allouer ce volume en fonction des priorités sociétales. Donc, si on veut favoriser l'économie et l'école en les gardant ouvertes et donc avec plus de contacts, à ce moment-là, il faut faire des restrictions au niveau loisirs, contacts privés, et il faut faire une analyse coût-bénéfice de ça, et je crois que les économistes peuvent tout à fait aider. Mathias, il te reste un peu plus de 4 minutes. Et donc, alors ici, il y a toute une série de choses que je pourrais dire sur ces analyses coût-bénéfice, mais je suppose que les slides seront disponibles. Je peux fournir quelques références après. Si je vais maintenant sur les futures pandémies, je crois que bon, et c'est pas, disons, très original de dire ça, les virus sont différents. Le sida a beaucoup tué, mais il est beaucoup moins contagieux. Ebola, c'est pas sympa de l'avoir, mais on est vite mort et on n'est pas, donc on arrête de contaminer et on n'est pas contagieux si on est asymptomatique. Le problème ici, c'est que c'est un virus qui n'est pas très méchant pour beaucoup de gens, mais qui est malheureusement mortel pour d'autres, mais surtout où vous pouvez vous balader sans savoir que vous l'avez et vous contaminer. Donc, il faudra voir pour les futures pandémies quelles seront les caractéristiques de ces virus. De toute façon, au début, c'est toujours difficile et incertain. C'est quand même impressionnant aujourd'hui que Open Science mondial a quand même pas mal marché. Après quelques semaines où les Chinois étaient dans le déni,
ils ont vite partagé toute leur évidence, on a vite compris ce qui se passe au niveau du virus, et je crois que ça, c'est quand même un atout. Et ceci étant dit, les résistances sociétales augmentent au cours du temps, et c'est ça le vrai défi. Donc, je crois que pour se préparer, il faut s'assurer que les autorités comprennent ce qu'est la science du virus auquel on fait face. Ce serait bien de mettre sur pied un comité scientifique interdisciplinaire indépendant pour les pandémies et qui donne des rapports publics avec du comply or explain pour les gouvernements. Pour être prêt, je crois qu'il est super important d'investir dans la qualité des banques de données épidémiologiques et d'un système de testing tracing qui peut servir de virus à virus. C'est quand même assez classique la manière dont on se contamine. Investir dans la capacité de scaling up du système de santé, c'est y compris, donc c'est les lits, c'est les infirmières, c'est les médecins, etc. Enfin, surtout en particulier les infirmières, les infirmiers. La production de matériel de protection, constitution préalable de stock. Enfin, il y a toute une série de choses vont évoluer vers un paradigme just in case, hein, comme les gens disent. On passe du just in time au just in case. Investir plus en recherche et développement européenne en santé. Philippe va sûrement en parler. Plus généralement, étant donné que le problème est souvent plus finalement socio, politico, psychologique, intensifier les campagnes de santé préventive qu'on pourra faire passer alors en mode pandémique. Je crois qu'il faut s'inspirer des modèles asiatiques. Tout le monde rigolait sur le fait qu'ils portaient des masques, et ben voilà, c'était eux qui avaient raison. Et leur économie aujourd'hui marche beaucoup mieux que la nôtre, hein. Je veux dire, ceci peut être un élément de réallocation supplémentaire du PNB, surtout quand on voit qu'ils arrivent à faire à 15 pays juste maintenant un accord de libre-échange qui correspond à 30% du PNB mondial quand même, hein. Donc c'est un basculement là. Alors il est très important, oui, il est très important de toucher tous les publics. Je dirais qu'aujourd'hui, on se concentre beaucoup trop, je crois, sur l'électeur médian, entre guillemets, ou le spectateur médian. Mais bon, les travailleurs informels, les réfugiés peuvent être contagieux aussi. Et donc, je crois que de ce point de vue-là, c'est quand même très important d'avoir une communication vraiment efficace dans sa diversité. Et enfin, clairement, cette épidémie accélère la digitalisation, et ce serait quand même sympa de pouvoir investir sérieusement dans le recours au télétravail, l'éducation à distance, en particulier en équipant les citoyens, travailleurs et élèves les moins favorisés. Et ça augmenterait la résilience de nos économies. Voilà, merci. Parfait. Merci beaucoup, Mathias. Si tu pouvais arrêter le partage d'écran. Je rappelle au public que vous aurez la possibilité d'interroger les intervenants à la fin des 4 interventions. Je passe la parole maintenant à Charles Wiplose, qui est professeur émérite à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Il a fait beaucoup de recherches en macroéconomie, en intégration européenne, en les crises financières. Mais surtout, depuis le mois de mars dernier, il a lancé et piloté un projet extraordinaire en édition des articles scientifiques sur les aspects économiques de la pandémie, qui est le COVID Economics, qui est publié, qui est édité par le Center for Economic Policy Research à Londres. Et Charles a vraiment travaillé jour et nuit, et je le sais parce que j'étais souvent en réception de ces mails de demande de peer review. Il a travaillé jour et nuit dans un travail extraordinaire pour nous permettre à tous de comprendre, de mieux comprendre les aspects économiques avec la science. Donc Charles, la parole est à toi. Alors, merci Paul. Je vais commencer par essayer de partager mon écran. Voilà. Voilà. Bien, merci beaucoup et bonjour à tous les amis en ligne. Donc Paul, tout à l'heure, tu as dit que les économistes étaient
parfois bon pour expliquer les crises passées, mais pas bon pour expliquer les crises présentes. Et je crois que là, on a une exception extraordinaire. Dès la fin du mois de mars, on a assisté à une explosion de la recherche économique sur le Covid. Avant ça, il y avait un petit domaine de recherche qui s'appelait sur l'économie des pandémies. Il y avait très peu de gens qui travaillaient et c'était relativement confidentiel. Et là, d'un seul coup, je crois que quand les gens se sont retrouvés confinés et qu'ils avaient très peur ou ils trouvaient fantastique, dans le mauvais sens, ce qui est en train de se passer. Ils se sont mis à travailler et on a appris énormément de choses depuis. L'intention de tous ces chercheurs était manifestement d'apporter leur pierre à la question de quels sont les aspects, comment on va faire face aux problèmes économiques et qu'est-ce qu'on peut contribuer à la connaissance. Et donc, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, qui sont très utiles. Et nous avons délégué Mathias auprès des autorités belges pour aider, pour montrer que les économistes peuvent être utiles. Sans qu'ils soient responsables des résultats, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'on a appris dans ma revue, j'ai publié pratiquement 400 articles, je ne peux pas les résumer, donc je vais essayer de me concentrer sur quelques points essentiels et qui correspondent à cette conférence. D'abord, sur les modèles épidémiologiques. Alors, très, très vite, instantanément, en fait, les économistes se sont emparés des modèles épidémiologiques qui ressemblent à nos modèles économiques, mais qui avaient le gros défaut de ne pas avoir d'économie dedans. Or, on a compris que l'un nourrit l'autre ou l'un aggrave l'autre. Et donc, très vite, on est tombé sur cette question, est-ce qu'il faut choisir entre sauver les gens ou gagner de l'argent, donc ce que raconte Trump toute la journée. Et en l'espace de 10 jours, il s'est dégagé des résultats largement partagés qui disaient il n'y a pas de choix à faire, ce que disait tout à l'heure Mathias. Si on a une épidémie virulente, l'économie va s'effondrer et donc il faut traiter les deux. Et donc il y a eu toute une quantité de travail très intéressant sur comment arbitrer entre les objectifs sanitaires et les objectifs économiques, parce que nous, en économie, on parle toujours d'optimalité, donc les gens ont commencé à travailler sur l'optimalité des mesures sanitaires pour atteindre des objectifs, comme Mathias l'avait raconté tout à l'heure, en minimisant les dégâts économiques. Donc ça a été fait, et j'en parlerai un peu plus tout à l'heure, mais ça, c'est quelque chose où les économistes ont très rapidement, mais en 10 jours, 15 jours, ont commencé à apporter des informations qui n'ont peut-être pas été utilisées suffisamment par les responsables. L'idée d'avoir des modèles purement épidémiologiques me paraît incohérente parce qu'on a bien compris qu'il y a un lien entre les deux, et donc ces nouveaux modèles qui mélangent épidémiologie et économie et qui ont été très nombreux à être publiés sont disponibles et apportent des choses intéressantes. L'autre aspect important, l'autre apport important, c'est que les économistes ont depuis des décennies appris à réfléchir sur les questions d'incertitude, et si on veut parler d'un monde incertain, ce que nous vivons tous depuis le mois de mars en Europe, c'est une incertitude majeure, et donc il y a eu des résultats importants, et j'en parlerai. D'autre part, les économistes adorent faire des statistiques sur les données, et là, il y a eu une autre explosion, c'est-à-dire que très rapidement, il y a des bases de données gigantesques qui ont été disponibles, à la fois sur ce qui se passe au point de vue sanitaire, mais aussi ce que font les gens. Et donc, à travers des choses comme Google Mobilité et autres, on sait exactement où vont les gens, combien de temps ils passent, donc est-ce qu'ils vont dans les magasins, est-ce qu'ils vont dans les parcs. Et donc, ça a permis de comprendre ce qui est en train de se passer. Et ça aussi, il a fallu moins d'un mois pour qu'on apprenne des choses. Alors, on a appris des choses sur l'efficacité des différentes mesures,
donc confinement, masques, etc., on a eu très vite des résultats grâce à ça. Et un exemple, on a compris que les masques sont efficaces et les gens ont estimé combien de morts on évite si on a un port systématique des masques. Et les bénéfices sont presque aussi grands que le confinement qui est la bombe atomique en espèces. On a compris très vite aussi que les méthodes, les mesures de confinement créaient des inégalités ou aggravaient les inégalités existantes. Donc, c'est les pauvres qui sont le plus victimes de la pandémie, c'est les femmes qui ont le plus de mal à se protéger, enfin, à fonctionner avec des familles dans les circonstances dramatiques qu'on a vécues. Et on a compris très vite que les grosses industries, les grandes industries manufacturières souffraient moins que les industries de services. Donc ça a été établi très vite. Sur un exemple, Paul m'avait demandé un autre exemple, sur les inégalités, on a compris que l'impact de la pandémie différait de quartier à quartier. Évidemment, les quartiers riches, avec des grandes maisons, des grands appartements, souffraient beaucoup moins que les quartiers pauvres surpeuplés. Et ça a des implications sur ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est apparu. Et on a aussi pu avoir une analyse de plus en plus fine sur comment les gens réagissaient à ce qui s'est passé. On a découvert très vite que l'impact mental était très, très fort. Et un autre exemple, on a compris que les gens se sont confinés spontanément avant qu'il y ait des ordres de confinement. Donc les ordres de confinement sont arrivés plusieurs jours, voire plusieurs semaines, après que les gens aient commencé à le faire eux-mêmes. Et ça encore, c'est important. Alors maintenant, quelles leçons on peut tirer de ça? Qu'est-ce qui a marché? On a compris que c'était très important d'être préparé, qui était l'appel lancé par Mathias tout à l'heure. Donc les pays qui étaient bien préparés, qui avaient des lits disponibles, du personnel disponible, des masques, des ventilateurs, etc., se sont mieux défendus face au virus. Qu'il était très important d'avoir mis en place à l'avance des procédures, donc le tester, tracer, la possibilité de travailler à la maison, les aides financières pour qu'on fasse du test et tracé, du travail à la maison, pour encourager les gens à rester chez eux ou les dédommager. Et on a compris aussi qu'au point de vue organisationnel, c'était très important d'être prêt à fonctionner avec des oppositions entre gouvernement central et local, avec des oppositions entre public et privé. Donc tout ça doit être pensé à l'avance pour le jour où. Et les pays qui avaient pensé ça à l'avance, donc les pays asiatiques, qui avaient déjà eu plusieurs alertes avec le SARS, avec le MERS, etc., avaient fait cette préparation. D'une certaine mesure, l'Allemagne avait mieux fait sa préparation que la France ou la Belgique, et ça a expliqué pourquoi ils s'en sont mieux sortis dans la première vague. C'est vrai qu'ils s'en sortent moins bien dans la deuxième vague, mais quand même beaucoup mieux que les voisins. Donc ça, c'est important. Ensuite, sur les mesures de protection, donc tout ce qu'on dit aux gens de faire ou de ne pas faire, on a compris que le strict n'est pas nécessairement le mieux, c'est-à-dire confiner toute la population, fermer tous les magasins, sauf ceux qui sont dits non essentiels, n'est pas nécessairement le mieux. On peut avoir des méthodes plus fines pour faire face à la crise. Donc, à la crise sanitaire, on peut différencier suivant les zones, mais à ce moment-là, il faut limiter les mouvements entre les zones, ce que les Italiens ont fait une fois qu'ils sont retrouvés dans une situation catastrophique. On peut aussi gérer différemment les populations diverses, donc confiner ceux qui sont fragiles et laisser les autres aller travailler pour qu'il n'y ait pas un effondrement économique. Et on a compris aussi que la question de l'acceptabilité, donc encore une fois, je répète un peu ce qu'a dit Mathias, était essentielle, et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Il faut que les gens fassent ce qu'ils veulent. Tous les pays ne sont pas la Chine. On peut obliger la population, enfin chaque individu, de faire ce qu'on lui dit.
Alors maintenant, 5 minutes, Charles. 5 minutes. Alors, je vais aller très vite sur l'incertitude. On ne savait pas grand-chose au départ et il y a encore énormément d'incertitudes sur la maladie, comment elle est transmise, comment elle évolue, quels sont les traitements qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. On savait très peu de choses sur les comportements individuels. On ne connaissait pas l'idée que les gens spontanément se confinaient. On ne savait pas quel était l'intérêt des masques. Et les entreprises aussi, comment les entreprises réagissent à l'épidémie, on ne savait pas grand-chose. On a fait des progrès, Dieu merci, et ça aide. Mais ce que ça signifie, c'est que toutes les prévisions qu'on a sont extrêmement imprécises. Ce qu'on prévoit pour la semaine prochaine, c'est sûrement pas ce qui va se passer. Et donc ça a des implications pour les prises de décision. Ça signifie en particulier que les mesures qu'on doit prendre vont varier constamment parce que la situation évolue et on ne sait pas comment elle va évoluer, et que des mesures qu'on a déjà prises précédemment vont commencer à avoir des effets, mais des effets retardés. Donc, ce n'est pas qu'on peut décider quelque chose pour un mois, on peut décider quelque chose pour quelques jours, et ensuite la situation va changer, en particulier parce qu'on a pris des décisions. Et donc, les bonnes décisions de la semaine dernière ne sont pas les bonnes aujourd'hui, ce qui donne une impression d'incohérence, ce qui crée dans le public une incompréhension. On nous a dit la semaine dernière de faire ou de ne pas faire ça, et ce qui crée la fatigue, et ce qui ouvre le jeu politique, parce qu'on peut toujours critiquer n'importe quel gouvernement, même celui qui fait parfaitement, parce qu'il change sans arrêt de pied, et parce qu'il doit changer de pied. Évidemment, il y a les fake news dont je ne parlerai pas. Et la solution, si on regarde ce qui s'est passé dans les différents pays, c'est il faut aller vers une transparence totale, que les autorités donnent toutes les informations dont elles disposent, même quand c'est des mauvaises nouvelles, mais en temps réel. Et, je vais encore répéter ce qu'a dit Mathias, les groupes d'experts et les différents responsables qui donnent des conseils au gouvernement, le mieux c'est de les rendre disponibles au public pour que le public et que le jeu politique ne soit pas une attaque personnelle entre différents partis, mais qu'on sache que la science, ce que la science dit, et qu'on puisse vérifier si les gouvernements suivent la science. Alors, juste quelques mots, si j'ai encore une minute, Paul. Je n'ai pas entendu, mais tu as je 2 suppose... minutes et demie. Alors, 2 minutes et demie, merci. Donc, au point de vue macroéconomique, il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé au début de l'année, donc avant l'arrivée de la pandémie. Les politiques monétaires avaient amené les taux d'intérêt au ce qu'on appelle le minimum possible, y compris négatif dans l'Union européenne ou dans d'autres pays. Donc, il n'y a plus de politique monétaire. Dans beaucoup de pays, les politiques budgétaires, on avait des dettes publiques qui étaient très élevées, en partie à cause des crises précédentes, y compris la crise de 2008. Et il fallait qu'on sorte de cette situation exceptionnelle de taux d'intérêt zéro ou négatif, de dette publique, et la politique, l'action des politiques, des responsables politiques, il dit pas d'urgence, on va avancer lentement avec prudence. Donc c'était l'idée que rien ne pouvait nous arriver. Or, ce qu'on a découvert, ce qu'on a redécouvert, c'est que des chocs majeurs arrivent tout le temps, ils arrivent toujours au mauvais moment, et que si on n'a rien fait en temps utile, quand tout allait bien, quand on prenait tout son temps, on se retrouve complètement coincé. Donc l'idée que le temps est complètement élastique pour la politique monétaire, pour la politique budgétaire, ça n'a pas été une bonne idée. Ça explique une bonne partie des problèmes auxquels on a à faire face maintenant. Là-dessus, je termine. Merci beaucoup. Et je vais... Aïe, aïe, aïe. Il faut que je fasse sauter... Merci beaucoup, Charles. Je vais passer maintenant la parole à Florence Fauché, qui est professeure de sciences politiques à Sciences Po à Paris. Ses travaux récents portent sur la dimension symbolique des politiques publiques et tout particulièrement dans le cas des gestions de crise. Florence, la parole est à vous.
il va falloir ouvrir votre micro. Bien, donc je recommence. C'est mieux avec le micro, effectivement. Oui. Merci de m'avoir invité à ces journées et à cette table ronde. C'est très intéressant de vous écouter et de voir en quoi nos approches et nos réflexions se complètent et se croisent. Donc Paul m'a invité, non pas parce que je suis économiste, mais précisément parce que je ne suis pas économiste. Et donc mon rôle est précisément de décentrer un peu le regard de l'économie vers le politique. Même si nous avons pris l'habitude d'une domination de l'économique sur le politique, et évidemment pour vous c'est professionnel. Et on se souvient bien sûr aussi que Clinton disait It's the economy stupid. Mais en même temps, les périodes de crise sont une très bonne opportunité de nous rendre compte que que la contingence et donc que le politique sont importantes et même sont clés. Le choc de la pandémie, comme vous l'avez dit, avait été anticipé par des scientifiques et aussi par des politiques. Et les pays d'Asie, qui avaient déjà été confrontés à des cas et à des alertes, mais aussi qui sont moins empreints d'individualisme et de libéralisme, ont plutôt mieux, et plus rapidement en tout cas, trouvé des réponses. Plus rapidement en tout cas, ou de manière plus efficace que les démocraties libérales européennes, qui peinent à les mettre en place. Dans les démocraties libérales, il y a peut-être eu un excès de confiance dont vous parliez tout à l'heure, dans la capacité à réagir et à réagir de manière rapide, mais il y a aussi des difficultés un peu spécifiques qui sont liées au système politique et au système culturel en quelque sorte, parce que nos systèmes, comme évidemment, requièrent le consentement des populations et aussi le consentement de leurs représentants. Donc, une des choses que la crise du Covid expose, c'est la tension entre les libertés individuelles et le bien collectif. Et finalement, ça nous force à réfléchir à ce qui est autrement difficilement imaginable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais brièvement parler de ce qu'on peut attendre d'un gouvernement en période d'urgence. Ensuite, j'analyserai rapidement aussi ce qui a été fait durant la première vague, pour dans un troisième temps réfléchir à ce qui peut être appris pour l'avenir. Donc, voilà. Les gouvernements face aux crises. Les analyses de la manière dont les gouvernements gèrent les crises nous montrent que les situations d'urgence présentent un certain nombre de points incontournables, même si évidemment une situation terroriste, une vague de chaleur exceptionnelle, un accident industriel ou une pandémie ont un certain nombre de traits différents. Gouverner implique de prévoir, mais en même temps, pour les gouvernements comme pour les individus, on a un peu la tentation de négliger l'avenir et de se dire que le pire n'est jamais certain. Et pourtant, en même temps, les choix stratégiques et donc des choix politiques sont faits et qui paraissent pleins de bon sens au moment où on les prend, mais qui peuvent s'avérer désastreux quand on se trouve face à la crise. Donc, en situation d'urgence, les gouvernements sont eux aussi confrontés à une multitude d'incertitudes, à une situation qui, dans certains cas, évolue très rapidement, et à devoir prendre des décisions combinant un certain nombre un nombre parfois très important de variables et de pressions contradictoires, et ils se trouvent également contraints largement d'improviser. On trouve en général au moment des situations, pendant les situations d'urgence et en particulier au tout début, un moment de sidération durant laquelle l'absence d'informations fiables et donc de compréhension de ce qui se passe contribue à renforcer un recentrement vers le leadership politique. Et pendant cette période, on peut avoir de manière temporaire une suspension des critiques dans les médias, mais aussi des critiques de l'opposition, entre autres parce qu'il y a sans doute une réticence à risquer de paraître en contradiction avec l'opinion publique. On parle dans certains cas, dans ces situations, d'un ralliement au drapeau, c'est-à-dire d'un soutien à l'exécutif qui peut prendre différentes formes, mais qui en même temps n'a rien d'automatique, qui est suspensif, qui est concomitant à une recherche de sens, à une attente d'explication et de réassurance, et d'une réaction qui permet un retour à la normalité. On croit parfois qu'il est plus important
que le plus important est l'action, mais en même temps, l'action n'est rien sans le récit qui la justifie. Et l'expérience nous montre aussi que les dirigeants qui sautent l'étape de la réponse symbolique et donc de l'articulation du cognitif et de l'émotion ratent la gestion de leur crise. Donc, je vais m'arrêter sur 3 moments. Premier point, faire face en reprenant le contrôle. Évidemment, une crise, c'est une perte de contrôle et une perte de contrôle sur une perte de repère de ce qui est la normalité, une rupture de l'intelligibilité. Et les gouvernants doivent s'impliquer très rapidement, à la fois à prendre des mesures décisives qui leur permettent de revenir en contrôle, mais aussi doivent être vus comme prenant ces mesures. Comme étant dans l'action et dans une action dirigée, mais aussi éclairée. On sait qu'il existe assez fréquemment une tentation de centralisation, voire de concentration des décisions. Or, ce qui est nécessaire dans ces moments-là, c'est une communication certes verticale, mais cette communication doit être bidirectionnelle et si possible fluide. Il y a également besoin d'une coordination horizontale entre différents secteurs, ne serait-ce que parce que les crises évoluent dans leur nature. La même crise est perçue parfois différemment. Je prends l'exemple de la canicule de 2003, qui avait d'abord été identifiée comme un problème pour le ministère de l'Environnement, avant de devenir un problème pour le ministère de l'Agriculture, avant finalement d'être enfin prise en compte par la santé publique. Deuxième point important, donner un sens à la crise. J'ai parlé du moment de sidération et du silence politico-médiatique qui permet au leadership politique de donner un sens à ce qui se passe et donc de légitimité son action. Il est important de parler parce que le silence peut être non seulement vu comme une négligence et une incompétence, mais aussi il laisse place à des interprétations alternatives, divergentes, compétitives et on peut l'imaginer critiques. Mais les gouvernements doivent rassurer, ils doivent rassembler en rappelant l'existence du collectif. Parce que nous sommes plus forts et moins effrayés ensemble. Donc l'invocation de ce collectif est très importante. Ils doivent dire ce qui se passe, réduire l'incertitude inquiétante d'un effondrement des repères de la normalité. Il faut nommer et si possible expliquer de manière plausible et crédible en identifiant les causes et en esquissant donc des réponses adéquates. Il faut comprendre et il faut partager avec les publics afin que les citoyens puissent eux-mêmes comprendre quelles réponses on y apporte ou en tout cas qu'ils soient en position d'accepter, faute de mieux peut-être, les récits qu'on leur propose. Troisième point, il est important de savoir terminer une crise, la clore, tourner la page et aussi apprendre. Mettre un terme à l'urgence et dans certains cas à l'état d'urgence. Toute situation d'urgence et toute situation finalement qui semble mettre en question un échec des politiques ouvre la porte à des jeux accusatoires et politiques, ne serait-ce que parce que, évidemment, les élections sont toujours dans quelques mois, ou dans quelques semaines dans certains cas. Il y a donc un chemin à trouver entre terminer la crise rapidement, terminer la situation d'urgence rapidement. On peut penser par exemple à la question de la sortie du confinement, même s'il y a d'un autre côté le danger de sortir trop tôt, donc de créer une deuxième vague ou d'être accusé de négligence, d'incompétence ou d'incurie. Il y a d'autres moments qui sont importants pour sortir de la crise et pour clore la crise, c'est rendre des comptes et démontrer que l'on a appris. C'est particulièrement important lorsque les crises se succèdent parce que la répétition de ces crises, enfin la capacité à montrer qu'on a appris permet de maintenir un socle de crédibilité et de confiance dans la capacité du gouvernement à réagir. Alors, il est tentant de dissocier action et communication, voire de dévaloriser la communication, mais en fait, mon argument, c'est que l'action est indissociable du sens qui lui est attribué, ou des sens qui lui sont attribués par la communication, et celle-ci s'appuie sur le symbolique parce que ça permet de condenser les significations, de mobiliser des répertoires à la fois cognitifs et affectifs, et donc de faire passer des messages au public. Et en un sens, ça répond véritablement aux deux présentations précédentes. Je vais donc passer à
aux réponses durant la première vague. Aucun gouvernement, et particulièrement évidemment dans les régimes représentatifs libéraux européens, ne peut se contenter d'imposer par la force, fût-elle légitime, des restrictions drastiques des libertés individuelles qui sont chères aux Italiens selon Conté, inscrites dans les instincts du peuple britannique selon Johnson, ou, pour citer Emmanuel Macron, cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie ni mordre sur quelques libertés. Donc les exécutifs doivent en conséquence mobiliser les représentations et les émotions susceptibles de convaincre les individus de consentir à des sacrifices, et le mot a été utilisé de manière assez systématique par les dirigeants durant la première vague, et c'est le rôle du symbolique fait donc partie intégrante de la gestion des crises. Il reste 5 minutes, Florence. 5 minutes, oh là, je suis beaucoup plus long que je n'aurais voulu. Donc, une partie des exemples que je voulais prendre est dans le livre que vous pouvez voir ici et qui est paru récemment et qui analyse les réactions de 3 gouvernements italiens, français et britanniques, et qui insiste sur 3 manières de mettre en avant en particulier le sérieux et la nécessité de rassurer, de conscientiser et de rassembler. Pour ce qui est de rassembler, le recours au chef d'État avec en particulier l'intervention des présidents a été importante pour mettre en avant des dirigeants qui sont également au-dessus en quelque sorte du politique, du partisan. Rassurer se fait non seulement par une gestuelle et par des visites aux hôpitaux, en montrant que le gouvernement était en action, mais aussi par ces prises de parole assez extraordinaires dans tous les pays européens, mais pas qu'européens, avec une solennité pour montrer l'implication du gouvernement. La conscientisation est passée aussi autour de thèmes très communs, mais ce qui a été très intéressant a été la ritualisation des conférences de presse ou des points d'information quotidiens qui ont permis en quelque sorte de mettre en scène la transparence et la volonté des gouvernements d'impliquer les citoyens et d'expliquer les raisons de leur choix. Et une des choses les plus intéressantes, me semble-t-il, c'est que vous voyez derrière Angela Merkel le Bundestag, qui était aussi une façon pour elle d'insister sur sa position et sur le rôle de la démocratie. Donc il y a évidemment des divergences de style, mais je vais passer. Je voudrais en venir aux leçons pour communiquer en période d'imprévisible, parce que nous savons évidemment qu'il y a des crises et qu'il y en aura d'autres, et un des points importants est que la répétition des crises transforme la manière ou les conditions dans lesquelles les gouvernements peuvent faire face. Quand les catastrophes viennent en série, chaque vague peut être interprétée comme un échec des gouvernants à l'empêcher d'advenir. Et donc, elle repose systématiquement la question de la compétence et donc dans la confiance dans la capacité des dirigeants ou du système à réagir. La question essentielle dans nos systèmes, c'est d'obtenir le consentement des populations à des mesures restrictives et qu'on peut prendre impopulaires, même si, effectivement, il y a eu dans un certain nombre de cas des confinements qui ont précédé les décisions des dirigeants. C'est le cas en particulier en Grande-Bretagne, où l'autoconfinement de pas mal de gens, et notamment des universités, s'est produit 15 jours avant l'appel du Premier ministre. Ce que nous montre l'analyse des discours et des réactions et de la mobilisation du symbolique, c'est aussi que ce qui marche dans une vague ne marche pas nécessairement dans la deuxième. Par exemple, le recours au langage guerrier d'Emmanuel Macron, la référence à la guerre, à la mobilisation générale, qui est intervenu dans son deuxième discours, en partie parce que le premier n'avait pas été suffisamment efficace, impactant, ne marche pas et est abandonné largement dans la vague que nous connaissons à l'avenir. Il vous reste 1 minute. Oui. Comment convaincre les citoyens donc, d'adopter des conduites dans l'intérêt collectif? La difficulté est de trouver un cadrage crédible sur les biens collectifs et indigne de l'acceptation de comportements en rupture avec la normalité du passé, et ce d'autant plus que finalement le contexte national est
plus libérale, plus flexible en termes de normes sociales, plus individualiste, et que les comportements de free riding sont supposés être la règle. On le voit d'ailleurs dans les cas de gens qui organisent des fêtes et qui font des ruptures. Et c'est les indices qui montrent qu'il y a des ruptures de la réciprocité en quelque sorte sont particulièrement dommageables, tout particulièrement lorsqu'il s'agit par exemple du conseiller Dominic Cummings de Boris Johnson qui pendant le confinement s'est libéré de la contrainte en allant rendre visite à sa famille dans le nord de l'Angleterre, ou encore le Premier ministre qui ne télécharge pas l'application Covid alors qu'il recommande absolument de le faire. Donc, juste une ou deux phrases. Il va falloir que vous... Oui, je conclue, absolument. Je n'arrive à ma dernière phrase, si l'on peut dire. Je pense qu'il est assez intéressant pour moi d'en arriver à la conclusion que finalement, un des défis majeurs pour la gestion des pandémies futures ou des crises futures, dans des circonstances un peu comme celles que l'on connaît, est pour les gouvernements de devoir faire face à l'homo economicus qu'on considère maintenant comme pratiquant une description des comportements individuels et non plus simplement comme une façon de raisonner de manière commode pour modéliser l'action économique ou politique. Donc pour contourner cette question, c'est effectivement en passant par le symbolique, par des cadrages, par des discours, par des émotions qu'on peut en quelque sorte faire tenir ensemble les contradictions entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup Florence. Je vais passer directement la parole maintenant à Philippe Aghion, notre dernier intervenant, qui est professeur au Collège de France, il a enseigné aussi à l'Université de Harvard et à la London School of Economics. Il a travaillé sur un grand éventail de sujets, et notamment pour ce qui est le plus pertinent aujourd'hui, c'est sur la croissance économique et l'innovation. Philippe, la parole est à toi. Micro. Ah oui, il faut ouvrir ton micro. Philippe, ton micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous voyez voilà. les slides? Oui, tout à fait. Si tu pouvais les mettre en plein écran, ce serait mieux. Je les mets en plein écran. Je commence maintenant, il est 59, d'accord? Donc je m'arrête à 14. Voilà. Très bien. D'accord, super. Slideshow, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que ce que je voudrais, donc mes prédécesseurs ont beaucoup parlé de comment gérer la crise, de comment s'y préparer, de comment éviter une nouvelle crise. Moi, je voudrais parler un petit peu de leçons à long terme de cette crise du Covid, un peu de Covid comme révélateur. En fait, le Covid est un révélateur, notamment pour réformer nos systèmes, comment fonctionne le capitalisme dans différents pays. En Chine, c'est un capitalisme sans liberté et on a vu, disons, les grands inconvénients, c'est que en grande partie, le retard pris à réagir à l'épidémie est venu de la censure et de l'autocensure qui prédomine dans ce pays et qui nous a porté tort à tous dans le monde. Aux États-Unis, ça a mis en évidence l'inadéquation des systèmes sociaux et d'assurance santé. En Europe, ça montre l'insuffisance de l'écosystème d'innovation, je vais revenir donc sur tout ça. Et en France, ça a mis en évidence le problème de la désindustrialisation et également le problème de la concentration excessive du pouvoir. Donc, d'abord, si on regarde assurance santé, assurance sociale, donc on fait une étude avec André Sapir et Hélène Maguin, qu'on a publiée dans Vox EU, et on a utilisé des données OCDE, des données sur le chômage et la couverture santé aux États-Unis, et les prévisions FMI. Et à partir de là, on peut prévoir. Donc d'abord, on montre que, évidemment, le chômage a beaucoup augmenté aux États-Unis à cause du Covid, beaucoup moins en Allemagne. Donc déjà, il y a eu un grand choc. Maintenant, ils rebaissent, mais ça a beaucoup augmenté. Et en fait, quand vous perdez l'emploi aux États-Unis, vous perdez la couverture santé, donc en partie. Et donc le nombre de personnes
qui perdent la couverture santé augmente beaucoup aux États-Unis, alors qu'en Allemagne, vous voyez, tout le monde a la couverture santé. Le nombre de personnes sans couverture santé, c'est 0,00 et ça reste là. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, de l'assurance santé, quand il y a un gros choc, eh bien, l'assurance est beaucoup moins bonne aux États-Unis qu'elle l'est dans les pays européens. J'ai pris l'Allemagne, j'aurais pu prendre d'autres pays. La pauvreté, pareil, quand vous tombez au chômage, la crise du Covid a augmenté beaucoup les gens qui sont à la lisière de la pauvreté aux États-Unis. C'est cette ligne-là. Par contre, la ligne de pauvreté en Allemagne, elle reste totalement constante. Et ça serait pareil en France et dans nos pays européens. Donc à nouveau, en fait, si vous voulez, le problème du capitalisme, c'est ce que Johnson Robinson et Verdi ont appelé le capitalisme coupe-gorge, assez mots Robinson-Verdi, c'est aux États-Unis, ça n'assure pas, on assure très mal les gens. Et évidemment, d'un autre côté, si on regarde l'innovation, donc ça c'est une étude qu'on a fait avec Sofia Amaral Garcia, Mathias et Michel Goldman, qui est épidémiologiste, qui est médecin en Belgique, travaille avec Mathias, eh bien, c'est que, regardez, d'abord sur le plan de l'innovation, eh bien, vous voyez que eh bien, les États-Unis sont plus que l'Europe à 27. Hein, et si on regarde le nombre de brevets de biotech par million d'habitants, vous voyez par exemple 2016, les États-Unis sont très au-dessus de l'Europe à 27. Si on regarde maintenant les dépenses, il y a ce qu'on appelle la BARDA. D'abord, ils ont un truc formidable qui s'appelle la BARDA, qui est l'équivalent de la Defense Advanced Research Project Agency, mais pour la biologie. C'est Biologic Advanced Research Development Agency. Et vous voyez que le budget total est de 11 milliards de dollars, presque 12 milliards, alors que l'Europe, misérable, Commission européenne plus Banque européenne d'investissement, on totalise à peine 4 milliards. Donc on est très en dessous. Évidemment, ça c'est vraiment le type de l'iceberg. Évidemment, il y a tout un écosystème de l'innovation aux États-Unis, depuis les universités très bien financées, la National Science Foundation, le mécénat qui finance beaucoup notamment les recherches en biologie, le HHMI par exemple, etc. Ils ont évidemment le venture capital et les business angels, le private equity, beaucoup plus développés qu'eux. Ils ont la BARDA que nous n'avons pas, donc évidemment, il n'y a pas de miracle. Hein. Voilà. Donc sur l'innovation, ils sont bien meilleurs que nous, mais sur la protection, on est meilleurs qu'eux. Alors évidemment, une autre chose qui a révélé le Covid, c'est que évidemment, on a manqué de respirateurs, ce que disait Mathias et ce que disait Charles. Vous voyez, au début de l'année 2000, dans tout ce qui était produit Covid, donc là on met en fait respirateur, on met principe actif et masque et tout ça ensemble. On pourrait le séparer pour les différents produits, c'est à peu près là pareil. À peu près au début des années 2000, l'Allemagne qui est en bleu et la France qui est en rouge, à peu près pareil. Et vous voyez que récemment, l'Allemagne, les exportations allemandes qui sont la courbe pleine bleue, elle décolle beaucoup. Et ils augmentent aussi beaucoup leurs importations, mais ils ont quand même un solde positif de 20 milliards d'euros sur ces produits Covid. La France, elle n'a aucun solde et elle stagne, vous voyez. Mais la France, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle délocalise. Ça, c'est les avoirs des firmes pharmaceutiques à l'étranger. Pour la France, ça augmente beaucoup, tandis que pour l'Allemagne, ça reste stationnaire. Les Allemands, essentiellement, augmentent la production domestique. Et évidemment, pas de miracle, c'est que les Français, ils se sont laissés distancer. On était leader en pharmacie, en médical. On a moins innové que les autres. Et évidemment, quand on paye mal nos chercheurs, qu'on a un mauvais système d'innovation, il n'y a pas de miracle. On perd le leadership. Et la France a perdu le leadership qu'elle avait. Vous voyez, ça c'était la distance aux meilleurs en 95, on était quasiment les meilleurs, et vous voyez comment maintenant on se laisse distancer. Voilà. Alors la dernière chose que révèle cette crise, c'est que c'est le rôle de l'État et de la société civile. Il y a une représentation très utile que je reprends dans mon livre « Le pouvoir de la destruction créatrice », que je vais faire on doit absolument lire, un livre absolument fondamental à lire. Il y a un triangle qui est très important, le marché, les entreprises d'un côté. Vous avez l'État, évidemment, on a besoin. Donc, les entreprises, c'est très important parce que l'innovation vient des entreprises. C'est elles qui innovent. On a besoin de la concurrence, de l'innovation, des incitations. On a besoin de l'État pour assurer. Donc, l'État est un rôle d'assureur et d'investisseur aussi. La politique industrielle, l'éducation, tout ça, c'est l'État, mais c'est également le rôle d'assurance contre des chocs comme le Covid. Mais le rôle de la société civile est également très important. Et il est important dans beaucoup de choses. Par exemple, cet article de Bowles et Carlin montre qu'évidemment l'État est là pour assurer, pour traiter la crise à la fois sur le plan sanitaire et sur le plan économique.
Mais également, ils disent que c'est très important, ils montrent l'importance de la société civile. Évidemment, c'est ce que Mathias mentionnait, l'Asie, mais en Asie, ce qui a très bien marché, c'est les comportements de société civile, mais aussi en Europe. Par exemple, au Portugal, au début, eh bien, il y a eu beaucoup les hôtels, tout ça, ça a bien fonctionné au Portugal. Et je dois dire qu'en Allemagne, pas mal non plus. Et donc, beaucoup plus qu'en France, il y a un rôle de la société civile. Et en France, le problème, c'est que, en fait, eh bien, le confinement, ça on revient à quelque chose que disait Charles, c'est que vraiment la France, c'est l'exemple on fait tout pareil, c'est vraiment la police qui est là, comme dans les pires moments de l'histoire de notre pays, mais la police est là à chaque coin de rue pour vous verbaliser, pour vous contrôler, et c'est fait d'une manière totalement centralisée, uniforme, sans tenir compte des situations locales, sans rien déléguer aux gouvernements locaux, au lieu de faire comme Mathias suggérait, de dire voilà, vous avez un quota de contacts, etc. Et bien, vous le gérez, comment vous le faites. Bien, rien de tout ça en France. Et ce qui est terrible en France, c'est qu'on passe, et là, ça rejoint ce qu'il disait Florence également, c'est qu'en France, si vous voulez, on a tellement fait de coercion. Et évidemment, après, il y a un ras-le-bol, quoi. Les gens n'en peuvent plus. Donc, on passe de la coercition complète au laxisme complet. Et donc, si vous alliez à Paris pendant l'été, mais jusqu'à octobre, vous voyez dans le jardin du Luxembourg, sur les pelouses, les gens étaient des grappes de raisins sans masque. Vous alliez sur les terrasses de café, vous avez l'exemple de Marseille, sans masque, parce qu'il y avait évidemment un ras-le-bol à cause de la coercion excessive. Et alors, on fait du stop and go, c'est-à-dire, quand ça va très mal, eh bien, on enferme tout le monde. Et puis, dès que ça redescend, on lâche tout. Et on est en réactif et pas du tout en proactif. Évidemment, ça veut dire qu'on ne se repose jamais sur la société civile. On n'essaye jamais d'inculquer des comportements civils en disant, par exemple, vous avez une gestion, par exemple au restaurant, on aurait pu dire, ben voilà, on vous surveille, vous devez faire une distanciation. Si vous ne le faites pas, eh bien, on vous interdit. Comme on fait avec les conducteurs de voitures, on dit, voilà, eh bien, vous avez une liberté de conduire, mais évidemment, au bout d'un certain nombre d'excès de vitesse, on vous enlève le permis de conduire. Il n'y a pas ça chez nous. Chez nous, on passe de la coercition complète au laxisme complet. Et donc, on est en réactif. Et le problème du stop and go, c'est que maintenant, les entreprises, si elles veulent faire des investissements de long terme, elles ne peuvent pas, parce qu'elles se disent qu'il va y avoir une troisième vague. On ne sait pas combien de temps va durer le confinement, on ne sait pas combien de temps va durer le déconfinement qui suivra. Et donc, on est incapable de prendre des décisions de long terme, par exemple d'embaucher à long terme, de créer des bons emplois, d'investir dans la recherche-développement, d'innover. Les entreprises sont dans un mode de survie parce qu'elles ne voient absolument, il n'y a absolument pas d'anticipation. On est dans une politique purement réactive. Alors souvent, on est des fois acculé à l'être, mais en France, ça a été vraiment le passage d'un extrême à l'autre, de l'extrême coercition à l'extrême laxisme. Donc voilà, donc si vous voulez, je voulais simplement moi conclure en disant que la crise du Covid, eh bien, c'est un révélateur pour réformer nos systèmes. En gros, on voudrait conjuguer le bon côté du capitalisme américain, qui est l'écosystème d'innovation, avec le bon côté du capitalisme, disons, je dirais scandinave, c'est celui qui a ma préférence, c'est-à-dire la protection. Donc ça, ce modèle est à construire encore. Je pense que c'est très important l'interaction entre les entreprises, le marché d'un côté, l'État de l'autre, et puis la société civile. Cette interaction est cruciale pour gagner sur le Covid. Je pense que sans les trois, on ne gagne pas. Mais c'est également important quand on parle d'environnement. L'innovation verte, c'est également les entreprises qui innovent vert. C'est l'État qui a des instruments comme la taxe carbone et la subvention et la politique industrielle verte. Mais c'est également les consommateurs et la responsabilité sociale des entreprises qui poussent également vers le vert. En tout cas, les consommateurs peuvent jouer un rôle très important pour pousser les entreprises à innover davantage dans le vert. Donc, on voit vraiment que dans tous ces domaines, eh bien, ce triangle marché, État, société civile est important et qui sera clé pour un capitalisme réformé qui combinera les bons côtés du capitalisme américain et les bons côtés du capitalisme européen. Voilà, je m'arrête là. Merci. Un très grand merci, Philippe, et tu t'es arrêté bien dans les temps. Donc, oui, merci encore un petit peu. Oui, j'ai pas dû faire du stop and stop. C'était maintenant du stop and go. Est-ce que je peux... Attends, je n'arrive plus à faire le stop share là maintenant. Ah voilà, stop share. D'accord. Ça y est, voilà, c'est bon. OK, voilà. Un grand merci à tout le monde. Je rappelle au public que vous avez la possibilité d'envoyer vos questions par téléphone mobile et qu'il nous reste 20 minutes maintenant pour les discussions. J'ai déjà
des questions sur la méthodologie de la modélisation et de la compréhension de la crise, et aussi sur la prévision. Donc, je vais commencer avec une question que je vais diriger plutôt à Charles Wyplosz, vu sa capacité de prendre une vision très globale de la recherche qui a été faite. Mais ensuite, si les autres membres du panel souhaitent intervenir, ils seront libres de le faire. Donc, la question pour toi, Charles, c'est comment modéliser les effets dynamiques couplés, d'une part de la diffusion des épidémies et de l'autre part de l'information et de la désinformation et de la prise de décision collective, particulièrement dans un environnement si informatisé? Alors, juste avant de répondre à cette excellente question, je veux rajouter un commentaire sur ce que vient de nous dire Philippe. On a des études sur la société civile où on a trouvé que dans les régions, les départements, les villes où la société civile était plus développée, donc je ne vais pas rentrer sur la manière dont on mesure, le nombre de cas de Covid et le nombre de décès de Covid était plus faible que dans le même pays où il y a des zones moins riches en société civile. Donc je vais simplement dire ça, on le sait, on en a la preuve. Maintenant, sur la question... Tu m'envoies les papiers, tu m'envoies les références, Charles, j'en suis très demandeur. Hein. Je sais, sur les doigts. Maintenant, sur la question de modélisation, les modèles épidémiologiques donc, qui ont été développés dans les années 1930 sont des modèles dynamiques où on évalue au fil du temps comment les gens qui sont au départ en bonne santé sont infectés, sont malades et ensuite sont récupérés ou meurent. Donc ça existe et c'est extrêmement raffiné par les épidémiologiques. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau au modèle économique, c'est des modèles dynamiques, équations différentielles, etc. et ça marche très bien. Ce qu'ont fait les économistes, c'est d'introduire le fait que, par exemple, quand les gens sont malades ou en quarantaine, ils ne travaillent pas, donc s'ils ne travaillent pas, la production baisse. Si la production baisse, la mobilité baisse et donc les contacts, c'est le cœur des modèles épidémiologiques, c'est les contacts entre personnes saines et personnes contagieuses. Et donc ça a un effet en retour sur les contacts. Ensuite, on a aussi modélisé, par exemple, comment les gens se comportent. J'ai dit tout à l'heure, on s'est rendu compte que les gens se confiner avant qu'on leur donne l'ordre. On a compris que les gens se confinent en fonction de l'état sanitaire. Donc, quand ils voient l'augmentation du nombre de cas ou l'augmentation du nombre de morts, et là, ça dépend si c'est chez eux ou chez les voisins, etc. Mais les gens se confinent et si les gens se confinent spontanément, donc l'activité économique baisse. Et s'il y a moins de mobilité, en même temps, la contagion baisse. Donc, ça, c'est des exemples que je donne, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est en gros marier deux types de modèles, des modèles épidémiologiques et des modèles économiques qui prennent en compte le comportement des gens, des entreprises, etc., ou les ordres que donne le gouvernement. Donc ça, c'est très important. Juste un mot, les premiers modèles épidémiologiques qui sont apparus en Europe au mois de février annonçaient une catastrophe totale, des millions et des millions de morts, parce que ces modèles n'avaient pas intégré l'idée de confinement. Et ça n'a pas eu lieu, non pas parce que les modèles étaient faux, mais parce que les modèles n'avaient pas une boucle qui était on confine, la production baisse d'un côté, mais en même temps les contacts diminuent. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais si je peux rebondir, je pense que le sens de la question était aussi de se demander si les paramètres des réponses individuelles étaient devenus beaucoup moins prévisibles grâce à l'environnement informatisé, notamment la diffusion d'informations sur les réseaux sociaux. Ça, j'ai pas. Est-ce que ça rend la modélisation plus difficile? Mais si on parle de l'information sur les réseaux sociaux, oui, ça modifie sans doute le comportement, mais là, je parle que de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu. Je n'ai pas vu de travaux sur l'importance des réseaux sociaux, si c'est ça la question. Sinon, qu'il y a des fausses informations qui sont véhiculées, qui peuvent amener les gens à se comporter différemment. Par exemple, le port des masques aux États-Unis est nourri par un parasitage extraordinaire sur les réseaux sociaux. D'accord. Est-ce que, Florence, vous voulez intervenir là-dessus?
Micro. Non, pas particulièrement, mais il est clair que les réseaux sociaux contribuent à diffuser des représentations parasites en quelque sorte, et évidemment des fausses informations et des mythes sur toutes sortes de complots plus ou moins obscurs qui compliquent certainement la capacité des dirigeants aussi à trouver le bon cadrage pour s'adresser au public et éviter, enfin, éviter la confusion avec des messages contradictoires. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question qui est un petit peu dans ce sens-là, qui demande si les réactions des individus sont liées à leur appartenance à certains points de vue, on va dire, politiques ou moral, notamment au sens du collectivisme versus l'individualisme. Florence, je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus, sinon je passe la parole à Charles, puis à Mathias et Philippe, si vous le souhaitez. Non, je vais laisser parler Charles. D'accord, vas-y Charles. Alors ça aussi, c'est des résultats qui sont tombés très vite sur les États-Unis essentiellement, où on s'est aperçu que donc on étudie la mobilité des gens au moment où l'infection arrive et on voit que la mobilité baisse beaucoup, que les gens sortent beaucoup moins de chez eux. Et on s'est aperçu aux États-Unis que la mobilité baissait beaucoup plus vite dans les zones, ce qu'ils appellent les comtés, donc les départements ou les communes, qui sont dominés politiquement par le Parti démocrate, et qu'il y avait une baisse beaucoup plus faible dans les zones où le maire, le gouverneur, etc., étaient républicains. Et donc là, il y a une césure, et ça a été confirmé et confirmé. Il y a aussi une étude qui a été faite au Brésil, et là, c'était le point de séparation, c'était les endroits où Bolsonaro avait bien fait aux élections présidentielles et les élections où ils avaient moins fait. Donc ça, c'est net et c'est spectaculaire. D'accord. Bon, j'ai maintenant, je peux passer à une autre question qui est plutôt pour Philippe, je pense, mais peut-être qu'il y a d'autres qui souhaiteraient intervenir. C'est sur, la question est posée de manière assez provocatrice, c'est-à-dire quid de la business maladie qui a favorisé l'émergence de géants du médicament. Comment, à votre avis, faut-il arbitrer? Est-ce que tu es d'accord, Philippe, qu'il y a eu une business maladie? Ah, attends, une business maladie vis-à-vis des géants du médicament, tu veux dire? Je ne t'entends plus. Oui, du médicament. Alors là, je pense que c'est plus une question pour Mathias, à mon avis. Mathias. Enfin, pour Charles et Mathias. Mathias, tu avais regardé un petit peu les super profits, c'est ça que tu voulais dire, non? Il y a eu un peu des compagnies pharmaceutiques qui ont trop profité, c'est de ça que tu parles? Paul, est-ce que tu fais référence à ça, au comportement de certaines compagnies pharmaceutiques ou qui ont des excès de profit dans les biotech et tout ça? C'est à ça que tu fais, est-ce que c'est bien ça? Parce que Mathias, tu avais réfléchi au prix des médicaments notamment et à ces questions-là, donc peut-être que… Oui, en tout cas, tu as plus de choses à dire que moi, et vous tous certainement. Non, mais je peux aussi demander si, en fait, nous avons vu des résultats spectaculaires et très rapides dans les premières épreuves des vaccins récemment. Est-ce que vous pensez que ça montre que le système on va dire capitaliste du médicament fonctionne mal, ou est-ce qu'on peut dire des choses sur les orientations de différentes entreprises? Si je peux dire un petit mot sur le sujet. Donc, je crois que de fait, il y a vraiment, c'est un sujet qui est en effet très, très important. Comment se fait-il qu'on a réussi à aller si vite? Enfin, on n'y est pas encore, mais on parle d'un timing qui est tout à fait, impressionnant par rapport souvent un vaccin, ça met 10-20 ans, et ici, on va très, très vite. Je crois qu'il y a un mélange d'éléments, disons, objectifs et d'éléments éventuellement de shortcuts de réglementation peut-être, et puis probablement aussi des effets d'annonce de la part de certains industriels. Je dirais que, bon, d'abord, semble-t-il,
Donc il y a eu quand même si au début les Chinois étaient dans le déni, ils ont rapidement mis à disposition de tout le monde leurs analyses du virus. Et c'est vrai que ceci est aussi disons, un résultat de la science ouverte au niveau mondial. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, semble-t-il quand même, c'est un virus moins compliqué que le virus du sida. Hein. Donc, de ce point de vue-là, d'ailleurs, ça s'appelle le Covid-19 pour 2019. Donc, il y a quand même une série de choses sur lesquelles on peut se baser. Maintenant, il y a également un effort financier énorme de la part des autorités, et je crois qu'il est évidemment justifié, puisque le coût économique notamment de cette maladie est énorme. Et donc, comme avait dit le docteur Fauci, essayons de sauver des vies, essayons pas d'économiser de l'argent. Donc, il y a cet aspect-là, et avec, en effet, en particulier, c'est les labos, c'est Big Pharma, c'est le BARDA, etc. Enfin, tout ça fait que disons, ce sont des succès assez indéniables. Ça, c'est pour les aspects positifs. Après, la question de savoir jusqu'où on fait des shortcuts par rapport aux réglementations classiques, bon, on verra. Mais c'est clair qu'il y a toute une série de manières d'accélérer les choses qui sont tout à fait raisonnables. Et de ce point de vue-là, je crois que ça va dans le bon sens. Maintenant, c'est vrai également que les entreprises ont tout intérêt à expliquer qu'elles font des trucs extraordinaires, puisque ça leur permet de lever de l'argent privé et ça leur permet de mettre en concurrence les gouvernements pour s'assurer qu'ils leur payent énormément d'argent pour déjà construire les usines et compagnie. Et c'est clair que ça va pas être perdu pour tout le monde. Alors, ça va jusqu'au fait que, bon, par exemple, la firme Moderna, qui maintenant est à 84,5% de succès, entre guillemets, à définir. Je me souviens que déjà, dans des étapes précédentes, je me souviens d'un article de CNN qui expliquait qu'il faudrait une enquête du gendarme financier, la SEC, parce qu'ils ont fait une série d'annonces qui étaient très optimistes et où le prospectus n'était peut-être pas à la hauteur des annonces. Et comme par hasard, il y a toute une série de managers de Moderna qui ont réussi à vendre des actions très, très chères. Voilà, il y avait un article du New York Times qui expliquait que l'industrie s'était déjà mis dans les poches, enfin les individus s'étaient déjà mis dans les poches $1 milliard simplement en jouant ça aussi. Donc c'est clair qu'ils jouent également sur l'impatience des gouvernements et des populations. Mais malgré tout, quand même, je crois qu'il y a toute une série d'éléments assez impressionnants. Et donc, c'est plutôt positif pour, disons, le capitalisme innovateur, même si après se posera la question de savoir est-ce qu'on arrive à contrôler quand même, à éviter l'envolée totale des prix. Florence, vous vouliez rebondir ? Oui, je voulais rebondir sur le fait que c'est très bien d'avoir un vaccin ou même plusieurs vaccins, mais la question qui va se poser, ça va être dans quelle mesure est-ce qu'on arrive à vacciner parce qu'à vacciner suffisamment de gens pour obtenir véritablement de freiner l'expansion de la maladie, d'autant plus que un certain nombre de gens annoncent, encouragés évidemment par le mouvement anti-vaxxer, et on revient à la puissance des réseaux sociaux, mais ne veulent pas se faire vacciner précisément parce qu'ils n'ont pas confiance. Et on en arrive à cette question de la confiance très importante, confiance à la fois dans les politiques qui vont devoir essayer de convaincre de passer à l'acte, mais aussi confiance dans le Big Pharma qui fait partie des cibles d'un certain nombre de complots, de rumeurs complotistes particulièrement vivaces en ce moment. Ouais. Charles, tu voulais rebondir. Oui, je voulais dire un mot sur les vaccins. Ce qui me frappe, c'est que les vaccins qui sont en train d'arriver, les premiers, n'ont pas été mis au point par les énormes sociétés pharmaceutiques qui dominent le monde du médicament. C'est des petites compagnies en Allemagne, Moderna c'est minuscule, c'est l'université d'Oxford, donc pas une société capitaliste. Donc c'est des petites unités avec des moyens très limités
qui ont été les plus souples et les plus rapides. Mais ensuite, une fois qu'elles mettent au point leur vaccin, elles sont incapables de les fabriquer et de les distribuer. Donc, on a partout un binôme entre une petite unité très, très innovative, très créatrice, et un énorme mastodonte du Big Pharma qui seul a les moyens financiers, techniques, etc. Et je trouve ça frappant. Juste un petit mot sur l'histoire de confiance dans les vaccins que Florence avait mentionné. J'ai publié dans ma revue une étude qui était basée sur un questionnaire qui était envoyé aux gens pour savoir s'ils allaient accepter de se faire vacciner et pour discuter qu'est-ce qu'on pouvait faire pour les convaincre. Et l'argument qui ne marchait pas bien, c'était de dire c'est pour protéger votre santé. Là, les gens, apparemment, ça ne les inquiétait pas. Mais quand on leur disait protéger la santé des autres, ça convainquait beaucoup plus. Et donc, une réflexion pour nos pouvoirs publics quand ça sera le moment de faire la campagne. En fait, c'est maintenant qu'elle devrait commencer et pas dans 3 mois. Merci Charles. Il nous reste 3 minutes précisément et donc je vais passer à une autre question qui est sur la demande et sur l'avenir. Et la question c'est est-ce que la baisse de demande risque de devenir structurelle avec des modifications permanentes du comportement des consommateurs? Je veux bien commencer. Rapidement, oui ou non, avec 2 phrases de justification. Oui. Je pense qu'il y aura des choses qui changeront. Je pense qu'on ne prendra pas l'avion. Enfin, peut-être que plus de gens prendront l'avion, mais moi, je ne me vois pas aller à tant de conférences qu'avant. Je pense qu'on va changer. Il y a des choses qui vont changer, quoi. On va plus recourir au télétravail, téléachat, au Zoom. Je pense qu'il y a des choses qui vont durablement changer. Peut-être que sur le plan aussi des moyens de locomotion, je vois beaucoup plus de vélos à Paris. J'ai l'impression qu'il va y avoir quand même des choses qui vont changer. L'après sera différent d'avant. Et je crois aussi qu'en France, il y a une prise de conscience de la nécessité de réindustrialiser. Donc je pense que les pays comme la France vont, mais pas forcément en relocalisant des usines en Chine, mais en poussant des nouveaux domaines. Je pense que ça, il y a des choses comme de ce type qui vont peut-être qui vont peut-être résulter de cette crise. Merci. Mathias. Oui, je crois qu'en effet, il y a sûrement des changements structurels, l'accélération, la digitalisation, des choses comme ça, qui en outre est une manière d'augmenter la résilience par rapport à ce genre de crise-là, en tout cas, même si pas par rapport à la cybersécurité, évidemment. Donc, ça dépendra très fort cette notion de résilience doit être définie, hein, parce que je crois que la prochaine crise sera peut-être pas du tout un virus ou une bactérie, hein, ce sera peut-être quelque chose de tout à fait différent. Florence? Je pense qu'il me semble que combiné avec des préoccupations sur le changement climatique, on a véritablement un potentiel pour qu'un certain nombre de conduites changent de manière durable, notamment pour ce qui concerne effectivement les vols transnationaux, peut-être également avec des nouveaux comportements de vacances, de tourisme, et peut-être aussi une baisse de la consommation. Charles. Non, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon que je suis assez sceptique sur toutes les idées du changement. Nous sommes depuis maintenant presque 1 an dans une situation exceptionnelle qui est invraisemblable et qui est traumatisante, etc. Donc les gens promettent qu'ils vont changer de comportement, mais je pense qu'une fois que ça sera passé, j'espère que c'est bientôt, c'est les résolutions du Nouvel An, on sait ce que ça dure. Et donc je suis assez sceptique, sauf qu'il y a des technologies qui ont été faites. Nous sommes tous sur Zoom et comme Philippe, j'ai plus du tout envie d'aller à des conférences 3 fois par mois, si on peut les faire par Zoom. Mais je crois que c'est mineur. Penser que le monde d'après sera complètement différent du monde d'avant, j'ai personnellement des doutes, mais j'ai aucune preuve. D'accord. J'ai une dernière question d'un monsieur P. Lemaire qui aimerait savoir si les GECO reviendront en présentiel. J'aimerais lui dire que le temps nous le dira et que de toute façon, cette première expérience des GECO en distanciel a été, au moins pour moi, passionnante et je remercie tous les intervenants ainsi que l'équipe technique formidable qui nous a permis de discuter de ces questions très actuelles, très importantes, très urgentes
devant un public qui semble engagé et que je souhaite penser aura tiré des leçons utiles et intéressantes. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Paul, pour un magique travail d'organisation et d'animation de la session. Bravo. Merci. Merci beaucoup.